tous, il est 13h06 et vous écoutez Choupot sur Delta FM 90.2, l'émission où plus ou moins 4 amis se posent, discutent et débattent entre eux sur des sujets plus intéressants que les critiques cinéma qui sont faites sans voir les films. Aujourd'hui, comme vous l'avez probablement compris, nous allons parler du cinéma en commençant par Babouyou qui nous parlera du film I.O. E.O. en français. Puis Artichou enchaînera avec les records de l'industrie du cinéma. Puis après une petite pause musicale, notre choupette présentera une courte biographie de Michel Oslo, en passant par son film préféré bien sûr, pour terminer avec ma chronique sur ce qui fait une bonne bande originale de film, sans oublier bien sûr notre débat hebdomadaire, cette fois sur les différences entre œuvres cinématographiques ou simples productions. Bonjour, bonsoir à tous, comment vous allez ? Salut. Ça va, très bien, tranquillement. Je suis très hypé par cette petite émission parce que c'est un peu mon sujet de prédilection, le cinéma. Donc je pense que ça va être très cool. Êtes-vous prêts à commencer ? Eh bien oui. Plutôt, hein. Babouyou ? Oui, je suis content, j'aime bien commencer. T'es au taquet ? Oui. Surtout que tu vas nous parler d'un film que tu adores. Ah bah oui. Salut à toutes! Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous parle de mon film que j'oserais qualifier de préféré s'il ne m'avait pas traumatisé. Je vous parle de I.O., qui s'orthographie E-O, un film de, attention pour la prononciation, Jerzy Skolimowski. Exactement. Un truc à peu près comme ça. Incroyable, Vraiment ? Tu l'as sorti du premier coup. Waouh! Sorti le 19 novembre 2022 et qui a obtenu le prix du jury du Festival de Cannes. Si vous fréquentez des cinémas, vous avez peut-être vu une affiche intrigante. On voit une tête d'âne curieuse, tout en rouge. Rien que elle, cette affiche, je la trouve assez angoissante. Nous y suivons donc l'histoire de I.O., un jeune âne de cirque. Il est élevé avec amour par une jeune femme, mais lorsqu'une loi interdit les animaux de cirque, I.O. est arraché à sa soigneuse, à qui il tient énormément. I.O. est donc recueilli tour à tour par un centre équestre, puis par une ferme thérapeutique. Mais vous vous en doutez, les ânes sont connus pour leur caractère, et I.O. ne fait pas abstraction à la règle. Il va alors se mettre en tête de retrouver sa soigneuse, avec qui il est très proche. Et le magique de ce film, c'est qu'il se passe de mots pour nous dire tout ça. On filme souvent du point de vue de l'âne, et ça rend l'immersion immense. I.O. va donc se perdre dans la forêt entourant la ferme, et va déambuler dans les bois sombres pendant un long moment du film. C'est un passage qui est très prenant, cette déambulation dans la forêt, avec des violons prenants et des sons très angoissants, et surtout avec des plans de génie qui viennent nous montrer le décor, un peu comme du point de vue de l'âne. C'est très sombre, très obscur. Des fois, la lumière devient rouge, on a des flashs. C'est un moment très angoissant et très bien réalisé. Je vous épargne les détails, mais pour vous montrer un peu la teneur du film, I.O. va être tabassé par des fans de foot, être sauvé de justesse par le vétérinaire, va passer entre les mains de divers humains exploitant les animaux, jusqu'à ce que, sur le chemin de l'abattoir, l'homme conduisant le camion transportant les bêtes se fasse assassiner. I.O. va alors être recueilli par un Italien. Mais hélas, l'histoire ne s'arrête pas sur un joli décor d'Italie et un champ ensoleillé. Et non, car notre cher I.O. ne pense toujours qu'à elle, qu'à sa soigneuse, qu'il veut toujours retrouver. Alors il va s'enfuir à nouveau et être de nouveau adopté. J'insiste sur les guillemets. C'est des très très gros guillemets, cette fois pour de bon. Présenté comme ça, le film ne doit pas te donner envie. Et pourtant, c'est le plus grand chef-d'œuvre cinématographique qu'il m'a été donné de voir et surtout le plus choquant. Notre petit I.O. va trimballer son innocence et sa pureté animalière au travers toute l'horreur de l'humanité. Si vous allez voir ce film, vous allez frissonner en voyant les lasers des chasseurs se poser sur sa jolie robe. Vous allez avoir envie de hurler de rage lorsqu'il va se faire tabasser par des humains haineux et alcoolisés. Vous allez sentir votre cœur battre trop fort, trop rapidement, l'angoisse vous prendre les tripes lorsque les morceaux endiablés et les flashs lumineux vont accompagner l'angoisse de la nuit et de la mort. Mais surtout, vous allez sentir votre cœur cesser de battre en même temps qu'un son horrible et répétitif viendra conclure l'histoire de notre petit I.O. Vous l'aurez compris, I.O., ce n'est pas du tout une histoire qui finit bien. Et en fait, elle ne commence même pas bien. Il n'y a rien qui est bien, du début à la fin. Les minces lueurs d'espoir se dissipent comme des courants d'air alors que l'horreur humaine nous explose dans la face. Et on peut dire qu'elle est bien étalée, cette horreur. Meurtre, maltraitance animale, violence, chasse, réfugiés.
Chaque personnage semble pourri jusqu'à la moelle. L'histoire en elle-même ne serait rien sans l'œil de génie du réalisateur. Il n'y a presque aucune parole, et s'il y en a, c'est que pour nous parler des humains qui croisent le chemin de Io. Et franchement, quand on voit l'épopée sinistre du petit âne, on les trouve tous bien dérisoires, les petits problèmes humains. Vous l'aurez compris, la musique a une part très importante, mais l'angle de caméra et les différentes modifications des couleurs en ajoutent encore plus à l'angoisse du film. J'en ferai pas une grande analyse technique, je voudrais pas dire de bêtises, et surtout je voudrais pas enlever le charme de la découverte pure et brute des méthodes scénaristiques et sonores qui ont été mises en place pour faire véhiculer toutes ces émotions, tous ces messages. Parce que Io, ça vous parle de maltraitance animale, de la vie humaine. Certains y verront comme une métaphore de la vie, et d'autres simplement comme l'aventure dramatique d'un petit âne qui n'avait rien demandé. C'est un film qui vous retourne le ventre, dont vous ressortez touché, ému, mais surtout avec une vision sur le monde plus humaine, ou plutôt plus animale justement. Et je doute que quiconque touché par les sujets traités dans ce film puisse un jour sortir de leur esprit l'image de la pupille sombre et douce du jeune âne. Car oui, Io, c'est le genre de film qui vous marque et qui vous change pour la vie. Merci Babouillou pour cette chronique tout simplement incroyable. J'ai adoré l'ambiance. J'ai l'impression que tu as vraiment fait transparaître toute l'ambiance du film dans ta chronique. Encore là, je trouve que franchement, j'étais sauf parce que c'est vraiment un film très particulier. Pour vous dire, est-ce que je peux vous raconter une anecdote à propos de ce film ? Vas-y. On est rentré dans le cinéma avec mes parents et en fait on pensait pas du tout que c'était ça. On pensait que c'était beaucoup plus joyeux, etc. Et on est rentré dans le cinéma, le mec qui tient le cinéma nous connaît bien et il nous voit arriver, il nous regarde, il croise les bras, il fait qu'est-ce que vous faites là, vous venez voir le film ? On fait bah oui, enfin comme souvent. Et il fait pourtant c'est pas du tout votre genre de film. Et il était vraiment surpris parce que c'est un film vraiment très sombre, très obscur, très particulier et avec vraiment, enfin c'est un film spécial. Et il est formidable. Et les musiques que vous avez entendues, c'est des musiques du film. Ah, trop bien. Voilà. Ça m'a fait penser à un film dont j'essaie de retrouver le nom. C'est un film Netflix réalisé par Bong Joon-ho qui raconte l'histoire d'un animal génétiquement modifié pour avoir une viande exquise et en abondance, quoi, qui va se retrouver dans les mains de paysans, sauf qu'il va être récupéré plus tard par les fabricants de cet animal génétiquement modifié, et ça entraîne un peu toute une course-poursuite avec cet animal, un peu comme tu l'as raconté pour Io, de ce que j'ai compris. Et vraiment, il est génial. J'essaie de retrouver le titre du film, et je vous dis ça juste après. Et donc, ce serait ta chronique. Waouh, ok. Ah oui, le Oui. titre du film, je reviens juste là-dessus, il s'appelle Okja. Si vous voulez le voir, il est sur Netflix de Bong Joon-ho et il est très bien. Voilà. Je note encore un film qui va me traumatiser. Ah, oui, Ouais, non, je attends confirme. 3 semaines avant de... Non, Babouillou, tu vas être traumatisé par ça. Non mais traumatisé. déjà, Io m'a traumatisé pendant 2 semaines. Hein. Si ce n'est plus. Oui. Ok. Tu vas nous parler de quoi, mon cher Artichou ? Ça va, le réveil s'est bien passé Non, c'est pas ça. C'est qu'à la base, je voulais vous faire une petite chronique sur les évolutions techniques du cinéma. Mais bon, les plans et la sommative de physique de ce matin ont fait que j'ai dû revoir mes ambitions à la baisse. Mais ça ne m'empêcherait pas de vous parler de 2-3 choses en rapport avec Avatar 2 et ce qui a été développé pour ce film. Eh bien, on t'écoute. Hey, bienvenue à toi, jeune individu fan de ma chronique. Je suis Artichou, le petit dernier des choupottes, et comme chaque semaine, je te présente un film, une série ou des musiques en rapport avec notre thème. Alors, installe-toi confortablement, monte un peu le volume, et profite de cet instant de pur kiff. Alors bon, comme à chaque fois, cette intro est la même, mais elle a toujours aucun sens, parce que cette semaine, ce n'est pas de un film que je vais vous parler, mais de peut-être une petite sélection, plus d'une dizaine. Et oui, on va voir ensemble les records de l'industrie cinématographique. J'ai sélectionné quelques petits records qui m'intéressaient personnellement, puis je vais vous les partager tout simplement. Alors on commence avec le premier, qui est le film le plus coûteux de l'histoire. Alors c'est sans prendre en compte l'inflation. C'est Un Pirate des Caraïbes. Noé, je te vois qui est, tu le connais ? Lequel ? Alors, c'est soit le 3, soit le 4. C'est La Fontaine de Jouvence, c'est le 4. Donc c'est le 4. Avec, pour sa réalisation, près de 410 600 000 US dollars, du coup, dollars américains. On se demande bien où est passé l'argent, qui plus est. Oh, t'es méchant. À l'inverse, voilà, quelque chose qui rapporte, on va voir le film le plus rentable du monde.
Alors, encore une fois, sans compter l'inflation, sinon c'est autant n'emporte le vent. Mais le film le plus rentable, sans compter l'inflation, c'est donc le premier Avatar, sorti en 2009, réalisé par le fameux James Cameron, qui a généré près de 2,78 milliards de dollars. Alors, mention Rien que spéciale. ça, hein, Non, c'est rien que ça. Hein. D'ailleurs, petite anecdote, il a été premier pendant très longtemps, puis c'est Avengers Endgame qui a pris le dessus, et puis ils l'ont juste ressorti en Chine pour préparer la sortie du 2, et il est repassé devant. Voilà, juste Et pour la il puissance. faut savoir qu'avant Avatar, c'était vraiment Titanic, du aussi même un James réalisateur. Cameron. Donc, On peut le qualifier de génie. Non, je mais crois qu'il aime l'argent. James Cameron, tu prends le top 10, il a aussi l'actuel 9e, qui est rien que Avatar 2, sorti il y a moins d'un mois, et qui est déjà 1,38 milliard de dollars. Voilà. C'est vraiment, il n'y a pas de mots pour décrire ça. Bah, James Cameron, c'est James Cameron. Hein. Autre record, intéressons-nous, parce que beaucoup ont critiqué d'ailleurs le deuxième Avatar sur la durée, 3h15. Enfin, ça dépend des Ce versions. qui est une critique qui n'a pas lieu d'être. Non, 3h15, je trouve que ça va, comparé aux près de plus de 35 jours de visionnage qu'il vous faudra pour voir le film Logistics de Erika Magnusson et Daniel Anderson, sorti en 2012. Alors, ce qui explique ces plus de 857 heures de visionnage, c'est la nature du film qui suit la production d'un podomètre dans l'ordre chronologique inverse, c'est-à-dire de l'achat, de sa vente à Stockholm en Suède jusqu'à sa fabrication à Shenzhen en Chine. Le but était ici de dénoncer les envers de la production. Donc c'est 857 heures qu'il vous faudra pour voir la construction d'un podomètre. Si C'est vous long, savez- mais c'est génial. Comme Bah, si vous savez pas quoi faire de votre prochain mois, allez-y. Ah, les artistes. Enchaînons avec un record que vous devez sûrement connaître, enfin que Noé doit sûrement connaître. Je pense que Claire et Babouillou, vous pouvez l'avoir. Le plus d'Oscars. Ah, c'est Parce que- compliqué. non, parce La qu'il y a personne Moi, qui j'ai a eu la le plus réponse. d'Oscars. La personne qui Non, a eu- le film. Le film, je n'ai pas. Ah, film il y a... Non, j'allais dire Le Seigneur des Anneaux, mais... Le Seigneur des Anneaux, d'accord. Il en a eu 11, le 3, je crois. Le 3. C'est quoi le titre du 3 ? Le Retour du Roi. Exactement. C'est Le Seigneur des Anneaux, le retour du roi avec 11 Oscars. Alors, il faut une petite précision. Il y a Titanic qui a aussi eu 11 Oscars et il y a Ben-Hur qui a aussi eu 11 Oscars. Le truc, c'est que Titanic a eu 11 Oscars sur 14 nominations. Ben-Hur, 11 Oscars sur 12 nominations. Et Le Seigneur des Anneaux, le retour du roi, du coup, a eu 11 Oscars sur 11 nominations. Ce qui est incroyable. et j'aimerais apporter un petit truc sur les Oscars. Les deux personnalités qui ont été le plus nominées aux Oscars de l'histoire du cinéma sont en premier lieu Walt Disney et en deuxième lieu John Williams, dont je parle tout à l'heure. Je croyais que tu allais me ressortir un James Cameron. Non, Ça m'aurait si peu étonné. Revenons un peu sur la longueur, parce que c'est drôle. C'est rien, 35 heures Chine, c'est énorme. Mais intéressons-nous maintenant aux franchises. Quelle est selon vous la franchise avec le plus de films ? Oula, ça doit être probablement une franchise obscure de Bollywood indien ou un truc Non, du même genre. pas. C'est une Même franchise pas que tout le monde connaît. Attention. Une franchise populaire, Oui. un Marvel, un truc comme ça. Marvel, tout simplement. C'est Marvel. C'est Marvel avec plus de 30 films. Enfin, 30 films tout court. D'accord. Si on compte en plus les 300 épisodes de séries, mais que des séries qui sont actuellement terminées, pas des séries qui sont encore en cours, ça ferait 15 222 minutes de binge-watching, comme disent les jeunes, soit 254 heures, soit, je vous fais le calcul, 4 jours, 13 heures et 48 minutes de visionnage pur. On se fait un marathon. Ça Sans va façon. aller. Ça va aller. Si c'est pour du Avatar, je dis pas. Hein, j'ai rien dit. Si c'est pour de la torture, non. Ensuite, autre petit record un petit peu plus historique. Le premier film en couleur, l'année. Je l'ai pas celui-ci. Ah, C'est le magicien d'Oz, non non, celle-là beaucoup Non, le t'as- croient, mais non. T'as Oh. eu des recolorisations des films de Méliès avant Le Magicien d'Oz, je pense. En fait, c'est en 1901 qu'apparaît le tout premier film en couleur. Il est réalisé par le photographe Edward Tunner. Et c'est un très court métrage qui montre des enfants en train de jouer et un défilé militaire. Il a récemment été retrouvé au Musée national des médias de Bradford, en Angleterre. C'est Tout génial. simplement. Ah, j'ai appris plein de petits trucs en Surtout que regardant les ça. pellicules, ça se conserve très très mal et surtout vraiment, ça a beaucoup de mal à résister au temps. Donc retrouver ce genre de choses, c'est un petit miracle aujourd'hui. Tu me fais une transition toute trouvée vers le premier film diffusé au cinéma. Alors tu vois peut-être pas le lien, mais c'est Le Salut de Dixon, qui est sorti en 1891 à la base, qui a une durée initiale d'une dizaine de secondes, mais à cause du fait qu'on ne puisse pas conserver les pellicules,
il reste à peine 2 secondes aujourd'hui. À peine 2 secondes de ce film. Dernier petit... Non, c'est pas le dernier petit... Non, c'est pas le dernier. Un autre record en rapport avec l'avancée technologique et historique. Le premier film avec le son. Avec du son. Alors, j'ai pas la date, mais je connais certaines anecdotes dessus. Et qu'est-ce que tu appelles comme son? Parce que C'est du son pris sur le tournage ou alors diffusé en même temps que le Voilà, film, non, mais voilà. pas joué en même Voilà, temps. c'est c'est ça. là, c'est là que je pensais. Alors, c'est le chanteur de jazz qui Exactement. est sorti Ça me le dit quelque 6 chose en plus. octobre 1927. Et ça a vraiment posé les prémices du basculement, d'un basculement de la technologie pour le 7e art. Tout comme a fait Toy Story à sa sortie, qui était du coup Le premier film en animation 3D. Exactement, en image de synthèse, en 1995. Petite anecdote pour Toy Story et Pixar en général, parce que j'aime bien cette anecdote, c'est que pour développer ce premier film, Pixar a dû développer des ordinateurs spéciaux, ainsi que des logiciels spéciaux, Apple. dont... Non, Non non, C'était non, pas- c'est eux qui développaient leurs D'accord. ordinateurs. Et l'ordinateur Pixar 2 a été ensuite utilisé par l'armée et la NASA pour des missions, par exemple, tellement qu'il était bon en image de synthèse, il a participé à certaines missions de la NASA. Donc voilà, juste pour... Sauf que c'est petit- faux. Quoi? C'est faux parce que tu as utilisé le mot film et pas le long métrage. En fait, Ah. non mais on a parlé de court métrage juste avant, donc Oui, c'est pour ça que je te long reprends. métrage. Et il y a eu d'autres films, donc court métrages, qui ont été diffusés avant Toy Story en 3D. Le premier long métrage d'animation, Et- c'est Toy Story. Notamment un film d'animation des studios Pixar, un court-métrage qui est justement une incarnation de jouets vivants. Comme Toy Story, c'était un peu les bêtas de Toy Story qu'on peut retrouver facilement sur Internet. Teen Toy. Exactement. C'est par le même réalisateur. Oui. Qui a eu 2 fois l'Oscar du meilleur court-métrage. Ed Catmull. Et finissons par le réalisateur avec le plus d'Oscars du meilleur réalisateur. Pas d'Oscar pour son film, du meilleur réalisateur. Est-ce que tu l'as? Non. En fait, c'est juste un quiz où je teste Noé. Il peut y en avoir beaucoup. Typiquement, comme ça, je penserais à Steven Spielberg, Alfred Hitchcock ou quelque chose comme ça. Même pas. John Je l'ai pas. John Ford. D'accord. Je ne Ok, le connais je pas. m'y attendais vraiment pas. Je ne le connais pas, mais c'est donc John Ford. Il a fait quoi comme film? Ah, bonne Je question. pourrais pas te dire. Je me suis pas renseigné plus que ça, j'ai pas eu trop le temps. T'inquiète. Si avec ton ordinateur vite fait tu regardes John Ford pendant que je meuble, que je veux parler de Ça quelque me va. chose d'autre, c'est du coup de Avatar 2 que je suis allé voir ce week-end, que Noé n'a toujours pas vu. Si. Merde. Je Bon, l'ai- t'as je l'ai toujours pas vu Matrix 4. Je l'ai vu vraiment il y a 2 semaines, je crois, Avatar 2. Mais alors t'as pas vu Matrix 4? Et alors? Bah d'abord. Non mais Non, frérot, je- t'as pas vu les Miyazaki? Qu'est-ce que tu Alors parles donc pour Avatar 2, c'est des petites anecdotes que je voulais balancer donc sur l'avancée technologique qui a permis ce film. Déjà, si vous voulez aller vous renseigner sur ça, il y a une très bonne vidéo que je peux vous conseiller qui est Bazar du Grenier, qui est sortie il y a 2 jours, je crois, sur justement Avatar 2, et qui est un peu plus précis que ce que je vais dire et qui regroupe beaucoup plus d'anecdotes. Mais 2 anecdotes que je veux dire, c'est premièrement, il y a eu plus de 30 brevets déposés pendant la réalisation d'Avatar 2, pour toutes les technologies qu'il y a. Et deuxièmement, c'était pendant une interview de James Cameron, qui, pour vous dire, si vous n'avez pas vu Avatar 2, d'aller le voir en 3D, c'est que la 3D fait partie intégrante de ce film et n'a pas été utilisée cette fois comme pour faire sortir des éléments du cadre, mais plutôt pour donner une image de profondeur au film. C'est-à-dire que d'habitude, au départ, quand tu allais voir un film en 3D, tu disais waouh, ça arrive vers moi, les éléments arrivent vers moi, pour vulgariser. Alors que là, ça a été vraiment utilisé pour mettre un premier, un second, un troisième plan bien défini. Je sais pas si tu l'as remarqué quand tu allais voir le film. En fait, c'est surtout que ce qu'il voulait dire par là, c'est que le film a été pensé en 3D. Oui, mais aussi, c'est surtout. pas le seul. Avatar 1 a été pensé aussi en 3D, contrairement à beaucoup d'autres films, notamment on parle des Marvel. Il y a beaucoup de Marvel C'est une adaptation. En fait. qui ont été convertis en 3D C'est ça. par la suite. Mais je dis les Marvel, mais c'est vraiment 3/4 des blockbusters. Parce que tourner en 3D, c'est 2 fois plus cher, parce que ça veut dire 2 fois plus soit de pellicule, soit de terrain de stockage, quoi. C'est ça. Parce qu'on a 2 images superposées l'une par-dessus l'autre. Et tu vois, ce que tu dis là, ça explique pas mal de trucs parce que on l'a vu aussi, du coup, avec ma famille et ma sœur aussi, mais différemment, enfin, pas au même moment. Et on se faisait la même réflexion, on l'a vu en 3D. Et
là, on était limite un peu déçus, entre guillemets, par la 3D. Parce qu'on ne s'attendait pas à... C'est une 3D immersive et pas de spectacle. Voilà, exactement. Et du coup, nous, on s'attendait à ce que ça vienne vers nous. Et maintenant que j'y repense, oui, j'ai vu pas mal de moments ce qui m'a marqué en tout cas, c'est un moment avec des lianes où là, tu vois l'impression de 3D de profondeur qui est là. Du coup, personnellement, je préfère cette 3D. Ouais, mais d'où la pertinence de faire dérouler le film sous l'eau. Parce que sous l'eau, tu vas très rarement avoir des éléments qui te sautent au visage, qui viennent vers toi. C'est plus vraiment quelque chose, une masse qui s'étend dans la profondeur et donc sur laquelle tu peux vraiment jouer sur la profondeur. J'ai trouvé ça formidable personnellement la 3D parce que j'ai très peu l'habitude. La dernière fois que je suis allée, c'était il y a vraiment très longtemps. Et en fait, j'étais pas du tout habituée. Et c'est fait qu'au début, j'avais très mal aux yeux, j'y arrivais pas du tout. Et en fait, vu qu'elle est je sais pas comment expliquer, elle est pas trop, elle est subtile. Elle est subtile. En fait, à la fin, on finit par l'oublier et juste, on se rend compte à certains moments que ah oui, ça apporte vraiment quelque chose, mais c'est pas non plus envahissant. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vais reprendre ce que tu as dit, c'est que ça apporte vraiment quelque chose. C'est-à-dire que pour moi, désolé, mais je vais reprendre l'exemple d'un Avengers en 3D ou en 2D. Tu auras la même œuvre. Alors que voir un Avatar 1 ou Avatar 2 sans la 3D, je trouve que ça dénature quelque chose. Exactement. Vu que les films sont pensés en 3D, le fait de les voir par la suite sur un écran plat, forcément, c'est pas la même chose. Mais après, Avatar a apporté beaucoup de technologies, notamment a popularisé forcément la motion capture, qui a été utilisée en premier. En tout cas qui a été popularisé sur Le Seigneur des Anneaux, vraiment l'a démocratisé. Et surtout, Avatar 2, là, a fait la même chose, mais avec la motion capture sous l'eau. Genre, quoi ? C'est possible. En parlant de ça, Attends, ils ont vraiment tourné sous l'eau ? Ouais, en gros, la motion capture, comment ça marche ? C'est dans un studio, tu vas avoir des lampes infrarouges qui vont rebondir sur des petites boules qu'on a sur tout le corps afin de reconstituer un squelette et donc une animation en 3D. Mais comment ils font dans l'eau ? Et dans l'eau, c'est des rayons UV et pas des rayons infrarouges. C'est ça. En fait, et justement, c'est ce que exactement tu me fais des transitions magnifiques aujourd'hui, Noé. C'est que il y a beaucoup de scènes où, par exemple, les navires plongent. Donc, il faut passer de en dehors de l'eau à sous l'eau. Donc, ils ont développé 2 caméras extrêmement puissantes qui ont nécessité 2 brevets, une chacun, pour extrêmement bon en UV, extrêmement bon en infrarouge. Et ils ont dû développer un ordinateur et un logiciel capable de faire la conversion entre les deux en moins d'une demi-seconde. C'est bon ? En moins d'une demi-seconde. Waouh. J'ai une question nulle, mais ce qui m'intéresse vachement à propos d'Avatar 2, il y a eu 13 ans entre le 1 et le 2. Est-ce que c'est 13 ans de conception ou ils sont mis quand ? Alors, à la fin de Avatar, James Cameron n'avait pas forcément l'idée de faire le 2, il voulait pas forcément. C'est par la suite de Avatar que les studios lui ont dit « Oui, on aime bien l'argent, ce serait peut-être cool d'en faire un deuxième. » Et donc, en fait, James Cameron, il a répondu « Ouais, peut-être. Bon, si je trouve un scénario qui me convient un jour, on le fait, mais sinon, non. » Et donc, il a mûri le projet, il a réfléchi le scénario, il a trouvé une histoire qui lui convenait, il est revenu vers le studio, il a entamé les démarches, et donc ça a pris beaucoup de temps pour que le film soit ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire un produit vraiment fini avec quelque chose derrière, quoi. Et donc, c'est 4 films qui sont prévus jusqu'à... Donc, on a eu Avatar 2, La Voix de l'eau, jusqu'à 4 films en plus, du coup, La Voix de l'eau. Avatar 3, Le Porteur de Graines. Avatar 4, c'est Le Cavalier de Tulkun, excusez-moi. Et le 5, c'est La Quête d'Eywa, avec le 3 qui est déjà tourné et une première version du montage a été déposée pour ceux qui se plaignaient des 3 heures de En fait, film, James Cameron, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit « Ouais, mais en fait, moi, je peux pas travailler si j'ai pas tout mon montage fini avec tous les effets spéciaux finis sur ces 9 heures de film. » Et après, il fait les coupures. Donc c'est très compliqué pour les artistes FX. Là, on a un film de 9 heures qui est disponible ? Non, il n'est pas disponible. En fait, il y a la première version du montage où il y a tout, dont les scènes qui vont être prochainement coupées pour avoir un film qui fait pas 9 heures. Après, je pense qu'il est capable de pondre un bon 4-5. 5, ça m'étonnerait. Oui, voilà. 4, pourquoi pas. Mais le truc, c'est que pour vraiment choisir quelle scène couper, il a voulu tous les effets spéciaux sur ces 9 heures. Pour pouvoir avoir vraiment les images finales. Au lieu de couper et après faire les effets spéciaux, c'est tous les effets spéciaux et après c'est coupé. C'est un peu rageant tout le travail qui va être perdu, entre guillemets. Surtout vu la qualité des effets spéciaux qui sont faits par Weta Digital, l'un des meilleurs studios d'effets spéciaux qui a été créé par Peter Jackson sur Le Seigneur des Anneaux. Je sais même pas qui c'est Peter Jackson. C'est le réalisateur du Seigneur des Anneaux. Alors moi je connais Michael Jackson ou Peter Pan, mais alors le mélange des deux. Waouh, l'image. Oh non, l'horreur.
Et une autre technologie que Avatar 2 a un peu popularisé aujourd'hui, même s'il l'a pas très bien fait, c'est le HFR. C'est quoi le HFR ? C'est ce qu'on appelle la 3D+. C'est complètement con comme nom parce que c'est pas du tout de la 3D. En gros, généralement au cinéma, on utilise le 25 ou 24 images secondes. On va pas aller au-delà parce qu'on a l'habitude de voir des films comme ça. C'est ce que nos yeux ont besoin de voir pour que le mouvement soit fluide. Au minimum. Et en fait, comme c'est un minimum, il y a des réalisateurs qui se sont dit mais pourquoi on n'irait pas plus loin, comme encore une fois Peter Jackson, cette fois sur le Hobbit, qui a tourné en 48 images secondes. Et en fait, les gens ils ont dit ouais mais ça fait bizarre, on n'aime pas ça. C'est comme la 3D, c'est comme toute nouvelle technologie, il y a un temps d'adaptation. Oui. C'est forcément, si on sort aujourd'hui une nouvelle forme d'art, bon, sortir une nouvelle forme d'art, c'est un peu débile comme formulation, mais si aujourd'hui une nouvelle forme d'art émerge, il va y avoir beaucoup de gens qui vont dire oui, ça me fait mal aux yeux, je ne vois pas ça parce que ça me dérange. Oui. Il y a un certain temps d'adaptation avant d'accepter que notre corps accepte en fait ce HFR, donc cette haute height frame rate, donc beaucoup d'images par seconde. Et en gros, Avatar 2, il s'est dit, s'il y a des gens qui sont pas trop fans, on va faire par exemple des scènes d'action en HFR pour que ce soit le plus fluide possible, mais les scènes de discussion, on va les tourner normalement. Sauf que le problème qui, j'ai l'impression, ils n'ont pas prévu, c'est que quand on passe d'une scène à 60 images secondes à une scène à 24 images secondes, ça se ressent vraiment, on a l'impression qu'il y a une fluidité qui se perd et qu'on est devant un jeu vidéo qui saccade. Ce qui est un peu dommage, à mon goût, ils auraient dû aller à fond dans les HFR pour faire un truc vraiment bien. Et puis autre chose qui est un peu débile quand on y pense, c'est que le 60 images secondes, on y est habitué. C'est-à-dire que certains ordinateurs on y est habitué sur des jeux vidéo 60 Hz, 60 images par seconde, etc. Et on a vraiment tout le monde, la grande majorité de la communauté dit que le 60 images par seconde, il y a vraiment la différence entre le 30, le 24 et le 60 qui est vraiment, il y a une vraie différence. Elle se ressent, mais elle n'est pas acceptée pour l'instant. Mais en fait, beaucoup de critiques ont dit qu'Avatar 2 ressemblait à un jeu vidéo. Alors, c'est complètement normal. Quand on a des effets spéciaux en 3D en 60 images secondes, c'est quoi de la 3D en 60 images secondes ? C'est des jeux vidéo, tout bêtement. C'est vrai. Donc forcément, on a l'impression de voir un jeu vidéo, mais au bout de 10 minutes de film, c'est fini. On est plongé dans l'univers et on ne ressent plus ça. Moi, j'ai pas vu le film passer. Et puis, c'est pas vraiment dérangeant qu'on ait l'impression que c'est un jeu vidéo, parce Exactement. que les jeux vidéo, c'est une forme d'art. Voilà, c'est une forme d'art aussi. Puis pourquoi pas s'en beaucoup de inspirer. jeux vidéo ont un très bel arc narratif. Exactement. Et un très bel arc visuel surtout. Oui. Malgré les contraintes techniques. Bref, on a beaucoup divergé mais sur j'aime cette bien parce magnifique que chronique. ce film pose beaucoup de choses. Et j'aime beaucoup aussi parler de cinéma. Juste, qui l'a vu ici, Avatar 2 Nous tous, je pense. Oui, bah oui. On Pas l'a Noé. tous vu. Tu l'as vu Si, Ah, je d'accord. l'ai vu, bien J'ai sûr. juste une toute petite question. Micro-débat de quelques secondes. Est-ce que vous avez préféré le scénario du 1 ou du 2 Un. Ah, wow. Alors, personnellement, voilà. En fait, le scénario du 1 se suffit à lui-même. C'est-à-dire Exactement. qu'il n'appelle pas de suite. Le scénario du 2 appelle une suite. Il y a énormément de portes qui sont ouvertes. Alors attention, c'est le moment où ça passe en spoil, je pense. On va être obligé Ok. un petit peu de parler scénario, donc je fais le attention maintenant. Il y a, j'autorise un spoil concernant le méchant du film. Ah, je ne sais même pas de quoi tu veux parler, je ne suis pas dans ta tête. Bah, moi, j'imagine bien, mais. Mais Oui, celui-là, d'accord. En fait, le scénario du 1 est hyper poétique et hyper simple. Le scénario du 2 est toujours aussi simple, même encore plus simple, mais un petit peu moins poétique et un petit peu plus débile, notamment le fait de faire revenir le méchant et qu'ils disent « Je suis gentil, mais parfois je peux être méchant ». Enfin, ça n'a aucun sens, ces dialogues. J'ai Genre, trouvé que les gars, c'était un tout petit peu moins philosophique que le 1. Oui. Que le 1 posait En fait, énormément il est de beaucoup questions. plus Alors, contemplatif est-ce que vous que savez quel Oui, était c'est ça. déjà le thème et le but du 1, de quoi il était inspiré? Oui, c'est de plein de choses, mais principalement de l'invasion coloniale, notamment des Européens sur certains pays. C'est ça. Mais donc, pour reparler du synopsis, comment on dit déjà le mot? Scénario. Merci, du 2. Je l'ai trouvé moins développé que le 1, mais un peu plus Il était très simple. contemplatif en fait. Bah, pour certains Voilà. points, je l'ai trouvé prévisible.
Il est très prévisible, très prévisible. contemplatif, mais en fait c'est pas pour ça qu'on va voir Avatar. Voilà. C'est principalement pour La le beauté rapport du film. à la nature qu'on a. Vraiment, ce film, j'ai trouvé qu'il le fait encore mieux que le 1. Le rapport à la nature qu'on va avoir, Oui. vraiment l'émotion que juste la simple nature va nous incarner. Vraiment, quand on va voir un film d'horreur, quand va y avoir une mort devant l'écran, on se dit ouais, ok, c'est cool. Là, quand il y a une mort à l'écran dans Avatar 2, même la mort d'un simple animal, le fait qu'on soit dans un univers qui prône la nature, ça impacte vraiment Parce qu'en fait, émotionnellement. ça impacte les personnages. Et ça nous impacte nous parce que la nature a été introduite comme un véritable personnage, quoi. Oui. Un véritable équilibre. Et surtout, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les scènes d'action et les scènes justement Oui. avec la nature qui sont, je trouve, très très bien menées. C'est magique. Là où moi, au contraire, j'ai trouvé qu'il y avait trop de bastons, à mon goût. Bon, après, ça reste un film un C'est peu de Avatar. baston, mais pour moi, il y en avait beaucoup. Mais par contre, ce que j'ai préféré, c'est les images, enfin la beauté des images et la nature. Enfin, c'est Il Ouais. est extrêmement beau, oui. Ça, Ah, Après, il y a il- quelque chose, il est oui. qu'il faut lui laisser dans le scénario, c'est qu'il y a beaucoup de passages qui, dans un film classique, auraient été ramenés à 10 minutes. et où, Oui. où Le on moment était où il ramené à des s'installe. scènes coupées. Voilà, au le moment où il s'installe, où il découvre les nouvelles cultures, C'est ce qu'on Il appelle y a- le développement de personnage. voilà, il y a 40-50 minutes où c'est juste ça. Et ça, Et moi, c'est ça, Il n'y a génial. rien j'adore. d'autre. Mais C'était voilà. C'est ce que magique, je j'ai préfère dans les adoré. films. Mais c'est grâce Et- à ça justement qu'Avatar 2 a réussi à faire de la magie visuelle et concernant la nature. Mais ce n'est pas le sujet de l'émission parce Oui, que c'est là vrai. je vois l'heure tourner et il C'est faut vrai, c'est qu'Ilan vrai. s'en aille à 14h. Et Bon, je il serai reste... point là J'ai pour juste le fait débat. quelques Plus que recherches 20 sur minutes. John Ford, du coup. On te Très laisse, rapide. Je le veux faire. juste dire Le une info réalisateur, du coup, qui a impressionnante. le plus d'Oscars du meilleur réalisateur. Je veux juste dire une info impressionnante. Il a réalisé 142 films, dont 53 perdus. Allez, Mais C'est pas mal. définitivement perdus. Voilà. Bref, je pense que ça mérite une petite pause musicale. Donc laissez-moi vous introduire cette fameuse pause musicale. Donc, comme vous l'avez probablement compris, cette émission sur le cinéma me tenant vraiment à cœur, j'ai eu une tonne d'idées de chroniques à vous présenter, mais il a évidemment fallu que je me restreigne pour ne pas faire une émission de 3h30 à moi tout seul. C'est alors qu'une idée m'est venue, et ça deviendra probablement une série de chroniques régulières. Je vais vous parler de ces films qui m'ont marqué. Quoi de plus joyeux pour commencer cette série de chroniques que de vous parler de la liste de Schindler? Beaucoup de choses, me direz-vous. Cependant, derrière son immense tristesse apparente se cache une intention un tant soit peu opposée. Ce film, réalisé par Steven Spielberg en 1993, raconte l'histoire qui s'est véritablement passée de Oskar Schindler, un industriel allemand qui, durant la Seconde Guerre mondiale, profite de la position de l'Allemagne afin de faire le plus de profit possible à coup de corruption et de pots de vin. C'est lors de l'extermination du ghetto de Cracovie que Schindler se rend compte de la monstruosité dont les soldats allemands font preuve à l'égard du peuple juif. Il va donc faire jouer la carte qu'il maîtrise le mieux, la corruption, afin de faire valoir une liste de 1100 personnes juives destinées au camp d'Auschwitz, qui a pour but de les détourner en fait de leur destin en les embauchant dans une nouvelle usine de munitions qu'il a l'intention de créer. Cette fameuse liste de Schindler qui ajoute au film, ajoute à l'histoire avec un grand H, une dimension d'espoir, espoir qui brille faiblement, tel le manteau rouge de la petite fille juive au milieu de ces images composées de noir et blanc. Cet espoir, que l'on pense inexistant, reste malgré tout chuchoté à l'oreille du monde sa présence. Et quand se fait sentir la fin d'une histoire, quand cet espoir nous paraît éclatant, brillant de mille et une lumières, les sanglots alors interdits prennent la place de nos yeux et rendent les mots aussi muets que l'ombre d'une mort sur le monde. Dans un extrait du film, Oskar Schindler se retrouve face à la foule de 1100 personnes qu'il a réussi à sauver. Et il se prend alors d'une crise, d'une forme de syndrome de l'imposteur, en clamant « Je n'ai pas fait assez ». Puis, il éclate en sanglots. C'est alors, sous la mise en scène parfaite de Steven Spielberg, la lumière profonde de Janusz Kaminski et évidemment la musique incroyablement poignante de John Williams que Schindler s'en va dans le noir de la nuit, suivi
par la foule d'êtres humains qu'il a sauvés et leur génération future avec elle, empli d'une reconnaissance envers cet homme, lui-même saisi d'un profond regret. Ce regret de ne pas avoir vu la folie quand il le fallait, ce regret de ne pas avoir pu donner plus. Ce film m'a marqué de par, bien évidemment, son histoire qui, malgré son apparence irréelle, puisque les racines dans ces événements sont tout à fait concrètes en fait finalement, son imagerie et sa mise en scène parfaite qui soutiennent les propos du film comme peu ont réussi à le faire aujourd'hui. Ce sentiment de profonde tristesse, de profond désespoir parfaitement équilibré avec cette lueur d'humanité qui finit par devenir un brasier incarné par le personnage historique qu'est Schindler et bien évidemment l'exquise musique de John Williams. C'était le thème du film La liste de Schindler, composé par John Williams en 1993. Il est 13h47 et vous écoutez Choupot sur Delta FM 90.2, l'émission où plus ou moins 4 amis se posent, discutent et débattent entre eux. Et cette semaine, nous parlons du cinéma. Bienvenue à tous. Waouh. Ah, c'est bien, t'as pas pleuré sur cette musique, Claire. J'aurais pu, sincèrement, émotionnellement, j'aurais pu. Bon, et soyons plus joyeux, on est mou. Allez, hop, on se ranime, on est joyeux. De quel film vas-tu nous parler, Claire? C'est moi qui fais les transitions désormais. Ok, d'accord, bah, j'obéis juste à Babouillou. Hein. Bonjour tout le monde. Pendant les vacances, j'ai été plusieurs fois au cinéma, ce qui m'arrive très rarement, je dois l'avouer. J'ai d'abord été à voir Avatar 2, comme tout le monde, et j'ai aussi été voir Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse, un film d'animation de Michel Oslo. Et c'est de lui que je veux vous parler aujourd'hui, chers auditeurs. Michel Oslo est un réalisateur français de films d'animation. Il est né à Villefranche-sur-Mer, mais a grandi en Guinée-Conakry. Il affirme que c'est un magnifique pays avec des gens bienveillants. Il a vécu son adolescence à Angers. Moins classe. Voilà, moins classe. Donc il a beaucoup voyagé. Mais il a appris à aimer Angers maintenant. À la sortie du lycée, il a fait l'école régionale des beaux-arts d'Angers. Et il se rend compte que l'animation, c'est quand même super chouette. Et il réclame un département d'animation donc dans cette école qui sera créé après son départ. Donc il va ensuite dans l'École nationale supérieure des arts décoratifs à Paris. Il s'éclate ici aussi. Et comble pour lui, il demande un département ici aussi d'animation qui sera créé après son départ. Chouette. Donc il a fait d'autres études, mais je vous passe un peu tous les détails. J'aimerais maintenant vous lire un extrait de sa biographie dans son site. Donc si jamais vous voulez vraiment connaître toute la vie de Michel Oslo, allez lire sa biographie. Là, je vais juste vous lire le début, et on comprend bien à sa façon d'écrire, sa façon de penser et son génie, juste magnifiquement dit. Donc, comme je dis tout entre guillemets, avec mes films, je n'éprouve pas le besoin d'en dire plus. Et je ne désire pas non plus être un personnage public. Mais on m'a plus d'une fois reproché ici et là avec conviction de ne pas avoir de site. Par ailleurs, des interviews, articles, reportages me sont consacrés et multipliés sur Internet. Mes réponses sont écrites par le journaliste et non par moi. Radio et télévision semblent plus exactes. Mais en levant les questions, sélectionnant mes réponses et les agençant, elles en font leur propre spectacle, sans compter l'impossibilité de corriger moi-même mes maladresses. Comme c'est la règle, il y a toujours des à peu près, des glissements de sens, des francs contresens, des lacunes, ainsi que des informations fausses venues d'on ne sait où et qui se répandent. Ce non-contrôle est tantôt indifférent, tantôt amusant, tantôt embarrassant. Un autre problème à résoudre. Répondre à toutes sortes de demandes sur mon métier, mes films, ma vie, prend un temps démesuré sur mon travail de cinéaste. Enfin, ne nous faisons pas d'illusions, dans le tumulte du monde, on est vite oublié. Je rappelle mon existence pour conserver un accès à budget et outils. Après bien des années, voici des informations correctes sur moi-même, écrites par moi-même, avec un luxe d'images. Donc, voilà l'intro de son site.
on comprend très bien pourquoi il l'a créé. C'est génial. J'adore J'adore- l'honnêteté dans l'intention. J'adore la phrase « Mes réponses sont écrites par le journaliste ». Genre, Mais juste du génie. c'est là où on se rend compte que c'est vrai. Et faut vraiment Bah oui. prendre avec des pincettes tout ce qu'on dit. Bon, ben, RIP, notre émission du fil du son de la dernière fois. J'ai essayé d'en mettre le maximum. Bon, je vous conseille énormément donc de passer faire un tour sur son site internet micheloslo.fr. Dedans, on y trouve donc toute sa biographie qui commence par l'extrait que je viens de vous lire, mais aussi des expositions sur ses différentes œuvres cinématographiques. Ça, j'ai pas eu le temps d'en faire un grand tour, mais j'ai vu très rapidement et ça a l'air exceptionnel. Donc vraiment, allez regarder sur son site. Donc Michel Oslo est l'auteur de pas moins de 9 longs métrages d'animation. Bon, à côté des plus de 140 films de John Ford. John Ford. Bravo. Donc de John Ford, ça fait peu, mais c'est quand même pas mal. Et un bon nombre de ces films d'animation sont cultes. Donc comme la série de films Kirikou, Prince et Princesse. Donc qui est incroyable, c'est de l'animation en papier et en ombre. En fait, c'est de l'ombre chinoise avec des papiers découpés. C'est Et incroyable. c'est génial, Kirikou regardez. Et le prince et la princesse, c'est le même réalisateur. C'est le réalisateur de Azur et Asmar. Incroyable. Et Aussi. ou encore Oui. Azur et Asmar. Tu m'as fait le transition Alors parfaite. là, mais tu m'apprends quelque chose. Donc, j'aimerais maintenant vous partager et vous présenter mon film préféré, Azur et Asmar. Donc, c'est un film d'animation de Michel Oslo, comme je viens de le dire. Azur et Asmar racontent l'histoire de deux frères de cœur, deux frères qui habitent deux pays radicalement différents, deux frères querelleurs, deux frères qui s'aiment, deux frères. Azur habite un pays pluvieux, gris, terne. Il a un père aigri, il est blond aux yeux bleus. Asmar vient d'un pays de l'autre côté de la mer. Ce pays est coloré, il est épicé, il est musical, il est beau. Asmar a les cheveux et les yeux noirs. Azur et Asmar sont radicalement différents, mais ils ont un point commun. La nourrice d'Azur et la mère d'Asmar. La mère d'Asmar, Jeanne, vient du pays de l'Est. Elle élève Azur comme son propre fils, et élève les deux enfants avec les deux cultures, les deux langues, leur chante des berceuses. Sabi Sarir, petit enfant, Yassir Kabir, deviendra grand. يقطع الوديان يطفي النيران. Il franchira les océans. Il sauvera la fée des djinns. وهو يخلص حرية الجن. Et tous les deux seront heureux. معا يعيشان بحنان. Un jour, le père d'Azur, qui en a marre que son fils joue avec Asmar et qu'il connaisse une autre culture, renvoie Jeanne et son fils. Azur part aussi de chez lui pour avoir une, entre guillemets, meilleure éducation, avec la certitude que Génard et Asmar sont morts, dévorés par les loups. Les années passent. Azur est un beau jeune homme, blond, aux yeux bleus. Il a encore les images du pays de l'Est, de l'autre côté de la mer, que sa nourrice lui donnait sous les paupières. Il décide de tenir tête à son père et d'aller sauver la fée des djinns, la même que celle de la berceuse. Il prend un bateau et part. La mer est tumultueuse. Le bateau tangue beaucoup, trop. Il chavire. Azur fait naufrage. Il arrive dans un pays moche, plein de boue, et les seuls habitants qu'il croise sont des sans-abri qui fuient dès qu'il approche. Azur a beau parler un peu leur langue, rien n'y fait. Azur est blond aux yeux bleus. Il arrive dans un pays où les yeux bleus portent malheur. Il décide donc de devenir aveugle et de ne plus jamais ouvrir les yeux. Ce monde l'a déçu.
Il ne veut plus jamais voir les horreurs, les atrocités, les immondices de ce pays. Lors de son chemin vers la ville, il croise Krapou, un mendiant comme lui qui vient du même pays. Il est un peu escroc sur les bords, mais reste très attachant. Ensemble, ils vont vers la ville. Krapou devient les yeux d'Azur et Azur les jambes de Krapou. Krapou décrit en dénigrant les paysages, les personnes, les épices, les couleurs, les tissus, les musiques à Azur. Il les compare sans cesse avec ce qu'ils ont dans leur pays. Quand soudain, Azur reconnaît une voix. La voix de la plus riche marchande de la ville. La voix de sa nourrice. Azur et Asmar est un chef-d'œuvre artistique. Michel Oslo joue avec les couleurs très vives des paysages orientaux. Ses dessins de paysages, ses vêtements, ses tissus, ses dessins en général sont magnifiques et viennent compléter à merveille sa superbe histoire. Son histoire de deux frères que tout oppose en quête de l'impossible. Les musiques des films épousent aussi parfaitement les images des musiques orientales avec des chants et des harmonies à nous couper le souffle. Azur et Asmar, c'est 1h39 de beauté visuelle, sonore et scénaristique. C'est pour moi un film à absolument voir. Et tu as tout à fait raison, il est incroyable. Tu viens de me faire une Madeleine de Proust. Mais vraiment, le film est génial, comme tu l'as si bien décrit. En fait, ce que j'adore avec ce film, c'est vraiment, il traite en beauté la différence des cultures, qui est un sujet qui peut être traité de façon hyper maladroite, généralement. Et Michel Oslo, il en fait quelque chose d'hyper poétique, d'hyper simple, et pourtant d'hyper vrai. Genre, oui, voyez-le, regardez-le, il est trop bien. Ce que j'ai pas dit aussi, parce que... ce que j'ai du coup très rapidement dit, c'est que dans son film d'animation, il parle aussi beaucoup du contraste entre la pauvreté et la richesse. Où donc, Azur arrive, c'est un naufragé, il arrive dans le pays, donc il est pauvre, il mendie. Et d'un côté, il y a Jeanne, donc sa nourrice, la plus riche marchande de la ville. Et ouais. Donc voilà, il se retrouve entre ces deux mondes-là qui sont... Moi, ce que je préfère quand il arrive justement dans ce pays, c'est on lui a parlé de ce pays en beau, en pays incroyable, où tout est coloré, tout sent bon, machin. Et quand il arrive, comme tu l'as dit, il est désillusionné par la malheureuse pauvreté de ces gens qui n'ont même pas de domicile pour s'abriter. Et c'est petit à petit, après cette désillusion, qu'il recommence à apprécier le pays, à voir vraiment sa vraie valeur, et donc comprend pourquoi on lui a dit que c'était un pays magnifique. Et vraiment, il est génial. Malheureusement, notre cher Artichou va devoir nous quitter sur cette magnifique chronique de Claire. Effectivement. Mais on te fait des bisous. Non, très belle chronique, Claire. On pensera à toi durant le débat qui non, devrait par contre, être... Non, mais moi je suis un peu triste parce que je vais pas pouvoir écouter ta chronique. Ah si, je vais mettre la radio dans le bus. Mais non, mais au pire, elle sera sur mon Instagram après, donc... Allez, @Jean-Patrick du 68. Exactement. Bref, est-ce que vous voudriez voir, enfin plutôt écouter avec vos oreilles, les musiques des films How to Train Your Dragon ou Dragon en français ? Allez, évidemment. Eh bien, disons que c'est parti. Bonjour à tous, rebonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle découverte analyse symphonique du Tricotin. Et aujourd'hui, pour ce 11e épisode de cette série de chroniques qui a pour but de vous faire découvrir en musique symphonique, enfin de vous faire découvrir des musiques symphoniques en analysant en surface ce qu'elles ont à dire, eh bien, je vais vous présenter, comme je l'ai dit, une bande originale qui me tient particulièrement à cœur, car c'est tout bonnement et sans conteste ma bande originale préférée de tous les temps, de tout film confondu. Laissez-moi alors, sans attendre, vous présenter les musiques de la trilogie de films d'animation Dragon, composée par John Powell. Allez, c'est parti! La trilogie de films Dragon, ou How to Train Your Dragon, en titre original, a débuté en 2010 pour se conclure par son volet final en 2019. Elle est en fonction des opus réalisés par Dean DeBlois et Chris Sanders, les papas de Lilo et Stitch.
Elle présente le personnage de Harold, un petit viking chétif qui a du mal à s'intégrer dans sa communauté de mâles alpha testostéronés, car en plus d'être un énorme boulet qui ne peut pas se battre à cause de sa morphologie de cure-dent, il est le fils du chef du village, donc il est le fils du personnage qui lui envoie le plus du lourd. Donc autant dire que le fait qu'il ne soit pas comme son grand gaillard de père, c'est très mal vu par le reste du village. Ah, et je crois que j'ai oublié un tout petit détail. En plus d'être dans un monde impitoyable en termes de climat, d'environnement et tout ça, le village est régulièrement attaqué par des dragons. Non, pas des petits dragons de compagnie qui rongeraient le canapé. Enfin, s'il y en a, ils sont trop mimi, mais c'est pas ça. Moi, je parle d'énormes bestioles qui font la taille de l'église d'à côté de chez toi, qui te réveille à 7h du mat le week-end avec son insupportable cloche. Ça sent le vécu. Très précis. Sauf que dans le monde où vit Harold, c'est pas des cloches qui le réveillent, c'est un incendie. Donc finalement, je l'aime plutôt bien, cette cloche. Enfin bref, notre protagoniste, durant une attaque de ces gros lézards qui crachent du feu, il repère le dragon connu pour ne pas avoir été capturé, pour ne jamais avoir été capturé, le Furie Nocturne. À défaut d'avoir des muscles, notre petit personnage a de la cervelle et il se dit « Si je capture le dragon que personne n'a attrapé, je serai forcément accepté par ma communauté, je serai accueilli en héros et je pourrai pécho Astrid, la meuf la plus badass du village. » Bon, j'ai un petit peu inventé la partie sur Astrid, mais bon, comme il se pécho plus tard dans le film, ça passe. Bref, il prend une sorte de catapulte à filet pour attraper son dragon et un peu par inadvertance, il arrive à toucher sa cible. Parce que oui, c'est un boulet, mais un boulet chanceux. Il va donc à l'endroit où le monstre est atterri et avec l'intention de le tuer. Mais seulement, il n'a pas les testiburnes de le tuer et sur un coup de tête, il le libère. Oui, très logique de libérer en face de soi une bête sanguinaire, meurtrière et tous les adjectifs qui finissent en R. C'est donc par la suite en l'observant qu'il se rend compte que la bête a, à cause de lui, perdu une moitié de sa queue et donc ne peut plus voler. Bon, après, comme Harold est un énorme boulet, il se fait remarquer par le dragon et se fait bouffer. Non, c'est une blague, calmez-vous, c'est un film. Donc après avoir remarqué que les dragons ne sont pas en fait que des bêtes avec des adjectifs en R, une relation de méfiance puis de confiance s'installe entre le dragon et le viking qui amène à la décision la plus débile du film, appeler le dragon Croque-Mou parce qu'il a des dents rétractables. Je crois qu'en termes de nom débile, je préfère encore Agent Tequila de Kingsman, le Cercle d'Or, plutôt que ce truc. Je ne suis pas d'accord. Parce qu'il me semble que dans l'histoire originale, Croque-Mou, pareil, a soit pas de dents du tout. Parce qu'il me semble que ça vient d'un livre, en fait. C'est une adaptation de livre, en effet. C'est une adaptation de livre. Et j'ai lu le livre et il me semble que Croque-Mou n'a pas de dents du tout. Mais je ne suis pas sûre de cette Dans le livre, peut-être. Mais en tout cas, dans le film, il a des dents rétractables. En tout cas, c'est trop mignon, des dents rétractables et t'appelles ton dragon Croque-Mou. Mais Croque-Mou, quoi. C'est trop mignon. Mais c'est moche. C'est trop bien. Bref, c'est avec cette relation d'amitié qui s'installe entre Harold et Croque-Mou et avec son esprit d'ingénieur qu'il fabrique une prothèse pour la queue de son dragon afin qu'il puisse s'envoler. Cependant, Harold est obligé de rester sur le dos de Croque-Mou quand il vole pour contrôler la direction de la prothèse de sa queue, afin que les deux puissent filer dans les airs ensemble, comme bon leur semble. Une réelle liaison est donc construite entre ces deux amis. Cependant, après avoir pécho Astrid en lui montrant le côté sublime des dragons, je vous avais déjà spoilé, il se fait découvrir, et Croque-Mou est capturé par le village pour qu'il le conduise jusqu'au nid des dragons, duquel un énorme monstre sort. S'ensuit alors une énorme bataille dans laquelle Harold perd sa jambe à l'instar de la queue de Croque-Mou. Et après avoir gagné cette bataille, justement, le village accepte les dragons et vivent finalement en cohabitation avec eux. Astrid et Harold s'embrassent, enfin bref, tout est mal qui finit bien. Dans le deuxième volet, Harold explore le monde, retrouve sa mère, défait un grand méchant et son armée de dragons et devient chef du village. Et dans le troisième, à cause d'une menace certaine, Harold prend la décision de faire migrer le village vers un endroit qu'on appelle le monde perdu. Croque-Mou y rencontre sa croque-molle et les deux amis finissent par se quitter. J'ai envie de pleurer. Bref, désolé pour ce résumé un petit peu foireux, mais j'étais obligé de poser le contexte afin que vous puissiez comprendre le génie de la musique qui accompagne ces très bons films d'animation en soi, ils sont excellents. Donc le compositeur John Powell, il a travaillé sur plusieurs films d'animation avant ça, comme Shrek, Kung Fu Panda ou L'Âge de glace. Mais c'est sur Dragon que Powell il va écrire sa première bande originale en solo pour le studio DreamWorks. Et autant dire qu'il a explosé toutes les attentes. Nous allons donc voir, à travers les musiques de cette saga, voir ce qui fait une excellente bande originale de film en 3 points. L'utilisation de leitmotifs,
l'orchestration et les variations de ceux-ci, et l'ancrage dans l'univers. Afin de caractériser l'univers dans sa musique, John Powell a écrit et utilisé pas moins de 34 leitmotifs rattachés à différents éléments du film. Je sens qu'une petite piqûre de rappel s'impose. Un leitmotiv, c'est une phrase musicale reliée à un élément précis d'une histoire qui va être déployé, développé, varié et modifié afin de coller au mieux à ce que raconte l'histoire sur le moment précis. Les leitmotifs ont bien évidemment été popularisés par Beethoven et son célébrissime « Pa 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 » qui va être repris et varié plusieurs fois dans sa 5e symphonie. Mais si aujourd'hui on utilise les leitmotifs aussi fréquemment, c'est grâce à Wagner et ses opéras dans lesquels il utilisait énormément ce procédé. Pour vous donner un ordre d'idée d'à quel point les 34 leitmotifs c'est juste énorme en termes de nombre, la plupart des compositeurs à l'image vont écrire un thème principal qu'ils vont développer tout au long du film. Powell, lui, il va écrire un mini-thème pour un simple running gag qu'on aperçoit dans le second volet, un running gag qui est lié à des moutons. Juste ce simple petit thème lié à des moutons, je trouve ça génial. Bref, je vais évidemment pas expliquer les 34 leitmotifs et thèmes musicaux. Je vais utiliser le mot leitmotifs et thèmes musicaux, c'est à peu près la même chose. Mais laissez-moi vous présenter justement quelques-uns d'entre eux, des leitmotifs que j'aime bien. On a par exemple le thème de Croque-Mou, qui parcourt toutes les notes de la gamme à toute vitesse, tel le furie nocturne qu'il est, fusant à travers la nuit. Un autre thème qu'on pourrait apparenter à un thème principal, il est construit sur une gamme pentatonique avec des accents très celtiques pour s'ancrer dans l'univers nordique des films. Je peux aussi vous parler d'un de mes thèmes préférés qui est relié à un élément assez abstrait, c'est l'élément de la découverte du monde qu'on appelle Mapping the World in the Film. A l'inverse, le thème d'un des méchants des films du second volet, Drago, oui, ils ont vraiment un problème avec les noms pourris, eh ben, il est comme le personnage, c'est-à-dire à agir dans l'ombre de façon vraiment fourbe. Mauvais extrait, bon, c'est pas grave. On sent vraiment le personnage agir dans l'ombre, faire ses manigances petit à petit. Un des thèmes qui relate d'une certaine douceur, une certaine nostalgie, un regret profond, c'est le thème qui est lié à la séparation et aux retrouvailles des personnages. Le thème le plus majestueux de la saga, c'est le thème des alphas, qui va créer un sentiment de grandiose en utilisant le mode mixolydien. À tes souhaits. Non, que vous compreniez bien, en gros, c'est simplement abaisser la sensible de la gamme d'un demi-ton pour ne plus avoir d'attirance entre le 7e et le 1er degré. À tes amours.
Non, mais laissez-moi vous expliquer. En fait, les modes, c'est une forme de musique tonale dans laquelle on s'abstient des gammes mineures ou majeures traditionnelles. Ah, t'es emmerde. Bon, en gros, c'est simplement... comment je pourrais expliquer ça de façon très simple pour que tout le monde comprenne. En gros, un thème qui va être... il va pas forcément être écrit avec des méthodes dites traditionnelles. Il va être un peu comme Ilan qui vient de nous quitter. On peut le qualifier de spécial en fait. Je suis spéciale. Là, on comprend. Merci. Bref, donc laissez-moi vous faire passer cet extrait de thème méga spécial et surtout méga épique, méga majestueux. On imagine bien l'immense dragon hyper majestueux en train de commander les autres, juste dans une communauté parfaite, quoi. Bon, je vais arrêter de cette partie de catalogue de ma chronique à cataloguer les thèmes musicaux qu'on trouve dans les films. Ce n'est vraiment pas pertinent, en fait. Mais j'espère quand même que vous avez compris l'immensité du travail de John Powell de simplement écrire tout cela. Mais je me demande une chose, pourquoi il s'est embêté à écrire tous ces thèmes au lieu de faire de simples morceaux? Le but d'une bande originale, c'est en premier lieu d'accompagner l'œuvre pour laquelle elle est composée, et par la suite de caractériser son univers en musique. Et par exemple, je vais prendre l'exemple, la tête d'un être humain. Ça a une forme relativement fixe. On peut reconnaître des émotions dessus quand il va la déformer. Là, c'est pareil. Un thème musical, il va s'apparenter à un élément fixe que l'on reconnaît, et le thème il va se déformer afin de nous faire ressentir différentes émotions. Donc écrire plusieurs thèmes, plusieurs leitmotifs, ça renforce cette caractérisation de l'univers dont je parlais à l'instant. Cependant, écrire des thèmes c'est bien, mais ça sert pas à grand chose si on sait pas quoi en faire. Et donc John Powell, on a un petit coup de bol, c'est un maître dans l'art de la variation de leitmotifs. On peut prendre le thème à la base sournois et complètement martial de Drago que j'ai présenté tout à l'heure. Vous vous en souvenez? Eh bien, il peut sans problème le faire passer à un thème complètement épique. Mais John Powell, il va pas s'arrêter là, hein. Il peut faire passer un thème normalement entraînant à quelque chose de beaucoup plus lyrique, de beaucoup plus calme. Où il peut encore faire passer un thème propice à la romance et le rendre, encore une fois, j'utilise tout le temps ce mot, mais complètement épique pour une scène d'action. Mais concrètement, comment on fait pour varier un thème musical et qu'il sonne différemment en fonction de l'intention qu'on veut mettre derrière ?
La première réponse qui viendrait à l'esprit serait de modifier directement le leitmotiv en lui-même pour changer ses rythmes. Ou encore, on pourrait changer son mode et le rendre complètement différent grâce à ça. Pour caractériser cet exemple de mode, il existe 2 thèmes qui sont reliés aux dragons. Il y en a un qui est fait pour les gentils dragons. Les méchants dragons, excusez-moi. Et il y en a un autre, forcément vous l'avez deviné, qui est fait pour les gentils dragons. Bon, comme vous l'avez probablement remarqué, c'est sensiblement le même thème, mais il y en a un qui est en majeur et l'autre en mineur. Je vous laisse deviner lequel est lequel, c'est pas difficile. Mais pour évoquer une idée différente, John Powell va à un moment faire passer le thème des gentils dragons qui est censé être en majeur, et il va le faire passer en mineur. C'est ici toute l'utilité d'avoir beaucoup de thèmes musicaux différents. C'est qu'on peut dire des choses de plus en plus précises en fonction de comment on va les varier. Mais je n'ai toujours pas abordé le moyen le plus efficace pour modifier un thème. C'est l'orchestration. Vous me direz, qu'est-ce que l'orchestration ? Alors, réponse A, attribuer différentes parties du morceau à différents instruments. Réponse B, utiliser un orchestre pour jouer ses musiques. Réponse C, enregistrer avec plusieurs orchestres différents pour étendre le spectre sonore. Réponse D, la réponse A. Une idée ? Réponse D. Eh bien, tu as raison, c'était la réponse A. En effet, l'orchestration désigne le moyen de rendre un morceau intéressant et équilibré en donnant certaines parties de celui-ci à différents instruments afin qu'ils se répondent entre eux en fonction de leur timbre et leur tessiture. C'est donc un moyen très efficace pour varier ces thèmes et exprimer des intentions différentes. Par exemple, le thème du combat peut être joué de façon très martiale et épique, encore une fois j'ai utilisé le mot épique, durant une scène d'action. Mais il peut être aussi joué de façon très plaintive lors du retour d'une défaite. Mais d'après moi, le moyen le plus intéressant qu'a utilisé John Powell pour varier ses thèmes, c'est d'en faire jouer plusieurs en même temps les uns par-dessus les autres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du travail que ça demande.
Par exemple, dans l'extrait qui va suivre, on peut entendre le thème de Croque-Mou au violon dans les aigus et celui du combat bien mis en évidence par les corps d'harmonie. Attention, il faut tendre l'oreille pour entendre les deux thèmes. Bref, on sent que John Powell s'est parfaitement approprié ces thèmes musicaux afin d'exprimer tout ce qu'il voulait au moment opportun. Seulement, l'orchestration ne sert pas essentiellement à faire varier des thèmes. Elle sert aussi à ce qu'il y a de plus important dans une bande originale, l'ancrage dans un univers. Premièrement, on peut noter un aspect très épique dans les films de ces musiques. J'ai dit beaucoup de fois le mot épique dans cette chronique, vous l'avez compris. Cet aspect, il vient de l'orchestre en lui-même, qui est simplement démentiel. Bah ouais, c'est après que le réalisateur lui ait dit au compositeur qu'il voulait l'orchestre le plus épique possible que John Powell il s'est ramené avec un orchestre d'environ 140 personnes avec un pupitre de 12 corps d'harmonie. Généralement, on n'en met pas plus de 6 dans une œuvre symphonique pour vous donner un ordre d'idée. C'est absolument incroyable. Bref, on sent ici les nombreuses années qu'il a passées à travailler avec Hans Zimmer, le maître de l'epicness. Mais ce n'est pas justement l'epicness des morceaux qui va ancrer la musique dans cette saga, dans un univers viking. C'est l'utilisation des modes et d'instruments traditionnels nordiques comme le cymbalum. Pour ceux qui ne savent pas, un cymbalum, c'est un instrument généralement justement d'autres pays qui va être frappé. Donc il y a des cordes de métal et ça va être frappé par des marteaux, ce qui donne un son justement très attaqué sur les cordes qui ressemble un petit peu à un clavecin. Donc on a le cymbalum, on a aussi la harpe celtique. Et bien évidemment, qui dit instrument nordique, dit cornemuse, uilleanpipe et flûte irlandaise. Et c'est grâce à cet ancrage dans l'univers qu'une bande originale passe le cap de c'est pas mal à c'est simplement mémorable. Bref, vous voulez une bonne nouvelle ? On a à peine survolé ce qui fait de ces musiques un chef-d'œuvre absolu. Seulement, moi, je vais m'arrêter là pour vous laisser découvrir le reste de la bande originale. Elle est regorgeante de surprises. Vraiment, écoutez cette bande originale des films Dragon, composée par John Powell avec vos propres moyens. Avant de conclure, j'aimerais citer le vidéaste et compositeur connu sur les réseaux sous le nom de Clem Tilou, qui avec son immense travail sur l'analyse de ces bandes originales, m'a bien aidé à écrire cette chronique. Allez checker ce qu'il fait, c'est vraiment génial. Finalement, pour faire une bonne bande originale, il ne faut pas nécessairement écrire des musiques ultra complexes, avec une harmonie à en faire pâlir à Jacob Collier. Non, les musiques de Dragon sont en soi hyper simples, mais d'une efficacité renversante. On sent vraiment que John Powell a pu faire maturer ses thèmes musicaux comme il en avait besoin pour les utiliser de la meilleure des façons possibles. Donc un petit conseil à l'égard des producteurs qui utilisent leurs compositeurs comme d'une playlist Spotify sur laquelle tout est accessible en 2 clics. Laissez à vos artistes ce qu'on appelle dans le jargon commun du temps. C'était Flying with Mother de John Powell, composé pour les films How to Train Your Dragon, Dragon en français. Vraiment, j'adore cette bande originale. J'espère vous avoir partagé
mon amour pour ces musiques qui sont simplement démentielles. Bref, je suis désolé, vu l'heure qu'il est, je ne sais pas si nous avons le temps de faire un débat, je ne pense pas. Je pense pas non plus, ouais. C'est donc sur cette longue chronique, je suis désolé pour le temps que ça a pris, mais il Non, fallait c'est que je vous partage intéressant. ça. C'était nécessaire. Il fallait que ça sorte. Tu Exact. l'enfouissais en toi depuis trop longtemps. Tu sais que ça fait 1 an que je veux la faire, cette chronique. Oh, c'est un grand jour aujourd'hui. C'est un grand jour, en effet. Un jour, on fera une émission dragon, mais tous les dragons de manière générale. D'accord, Merci. ça me va. Je trouverai d'autres films à analyser les musiques. Bref, merci de nous avoir écoutés. C'était Choupote sur Delta FM 90.2. Vous pouvez retrouver bien sûr toutes les rediffusions sur YouTube, Deezer, Spotify et le site de Delta FM. Et on se dit à la semaine prochaine. On fait des bisous à Ilan qui nous écoute peut-être dans son petit bus. Salut tout le monde. Au revoir. Au revoir, bisous.